Dans la banlieue de Mulhouse, Jean, 35 ans, est un contrôleur aérien à qui tout semble réussir. Il est très attaché à son travail, quelqu'un qui est éminemment respecté par ses collègues et quelqu'un de très brillant. Le 27 avril 2011, comme chaque matin, Jean débute ainsi sa journée de travail à l'aéroport international de Mulhouse. Mais celle-ci va tourner au drame lorsqu'il est retrouvé, assassiné, au 11e étage de la tour de contrôle. Les constatations médicales qui sont faites sur le corps, ça va être le terme employé par le médecin, témoigne d'un réel acharnement de l'auteur sur la personne de Jean. C'est quelqu'un qui était apprécié de ses collègues, qui n'avait aucune histoire. Donc tout le monde se demande qu'est-ce qui a pu se passer, qu'est-ce qui a pu provoquer la mort de Jean. Près de Reims, dans la Marne, Frédéric, un vigneron de 23 ans, partage sa vie avec Charline. Juste 5 semaines après leur rencontre, où là, Freddy et Charline vont faire une grande annonce, notamment aux parents de Freddy, en leur annonçant qu'ils souhaitent se fiancer. Mais les projets du couple ne verront jamais le jour. Le 27 décembre, Frédéric se volatilise mystérieusement. C'est le début d'une affaire hors norme aux multiples rebondissements. Il y a des traces de sang et il y a un impact de balle 22 long rif. Donc tout ça, ça constitue des éléments super inquiétants et qui peuvent laisser imaginer le pire pour Frédéric. Il y a un stress qui monte, on a l'impression qu'il y a déjà tout un scénario qui est en train de se dessiner, que ça monte crescendo. Les faits se déroulent un mercredi, ça doit être 7h45 dans ces eaux-là. Et ça se passe du côté de l'Euro-Airport de Bâle-Mulhouse. C'est un collègue de travail qui prend son poste de travail à peu près un petit peu avant 8h, qui tombe sur le corps de Jean qui gît au 11e étage de cette tour de contrôle. Ce contrôleur aérien a été effectivement attaqué, agressé de façon extrêmement importante et sauvage. Quasiment 11 coups de couteau qui lui ont été portés. Il a été lardé de coups, essentiellement d'ailleurs sur la partie haute du corps. On imagine la panique de savoir mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Il y a du sang partout. Quand les pompiers arrivent, il n'y a plus la moindre chance de réanimation. Jean est déclaré décédé le 27 avril 2011, très exactement à 7h55. Cet assassinat a été un assassinat barbare et sauvage. Il a été initié et organisé par quelqu'un qui l'a voulu comme tel. Le drame se loue dans un endroit très particulier. C'est un lieu qui est archi sécurisé, hautement sécurisé. On n'y rentre qu'avec des badges ou des clés de sécurité. Donc le décor est déjà planté, c'est-à-dire qui a pu entrer sur ce lieu et commettre ce meurtre. Nous sommes dans la banlieue de Mulhouse. C'est ici que vit Jean avec sa femme Nelly. C'est un amour de jeunesse. Ils se sont rencontrés au lycée. Ils ne se sont jamais quittés et ils vont développer un amour vraiment fusionnel. Ils vont faire en sorte de n'être jamais séparés et toute leur vie va donc se créer l'un avec l'autre. Jean, il a 35 ans, il est père de famille, une adorable petite fille de 4 ans et demi. Un personnage qui a une vie tout à fait équilibrée, épanouie. Leur fille est née en 2006. Le couple, évidemment, est ravi de l'avoir. On saura par la suite qu'il tente aussi d'en avoir un deuxième. Jean se comporte comme un mari et comme un papa totalement modèle. C'est quelqu'un qui est doux et surtout quelqu'un qui n'aime pas le conflit. Au contraire, c'est quelqu'un de très attentionné, très attentif aux autres. Depuis 12 ans,
Jean exerce le métier de contrôleur aérien à l'aéroport de Mulhouse. Il a d'abord commencé évidemment en bas de l'échelle, et puis ensuite il va avoir des tâches un petit peu plus importantes, qui sont des tâches notamment de formation des autres contrôleurs aériens. Et pour le reste, sur le terrain professionnel, c'est quelqu'un de parfaitement carré. Un contrôleur aérien, et ce sont eux qui en quelque sorte guident les avions, sont en mesure par les manipulations qu'ils font d'organiser le transit et le trafic aérien. Donc ce sont des gens qui sont soumis tout de même à une forte pression. Il est très attaché à son travail, quelqu'un qui est éminemment respecté par ses collègues et quelqu'un de très brillant. Ses collaborateurs et ses proches collègues le décrivent comme quelqu'un de très pédagogue, quelqu'un qui prend le temps d'expliquer, qui est très patient avec les autres. Donc c'est quelqu'un qui, bien sûr, va servir de modèle à tous ses collègues et à tout son entourage professionnel. Ainsi, le 27 avril 2011, comme chaque matin, Jean se rend à l'aéroport international de Mulhouse. Il se lève comme tous les matins à 7 heures. Alors, chose assez exceptionnelle, il part un peu plus tôt, parce que d'habitude, il prend son poste de travail à 8 heures. Il a badgé, il a mis ses passes pour accéder à l'ascenseur. Il monte au 11e étage de cette tour. C'est une journée classique, il n'y a rien qui peut laisser imaginer ce qui va se produire plus tard. Au 11e étage de la tour de contrôle, c'est l'effroi, après la découverte du corps de Jean. La mort de Jean, c'est un petit séisme, hein. C'est quelqu'un qui était apprécié de ses collègues, qui n'avait aucune histoire. Donc tout le monde se demande qu'est-ce qui a pu se passer, qu'est-ce qui a pu provoquer la mort de Jean. En plus, le lieu est aussi très symbolique, hein. C'est un lieu de circulation des avions. C'est une tour de contrôle. On sait que la tour de contrôle, c'est le lieu névralgique des arrivées et des départs d'avions. L'endroit où on va découvrir Jean décédé, c'est le 11e étage de la tour de contrôle. Il ne suffit plus que vous franchissiez un escalier et vous êtes aux commandes du trafic aérien. En quelques minutes, une alerte générale est diffusée car la piste terroriste est envisagée. Tout l'aéroport se retrouve confiné et sécurisé. Le risque le plus important dans cette affaire, c'est que la personne puisse prendre la fuite. Donc en fait, on essaie de très rapidement fermer toutes les portes. Tout va aller extrêmement vite puisqu'une demi-heure à peine après les faits, la police judiciaire est déjà sur place. Et ils vont faire un certain nombre de constatations qui, par la suite, vont témoigner peut-être de l'existence d'une volonté plus large. On va découvrir une veste qui contient une somme d'argent en espèces, et puis on va découvrir aussi ce qui constitue en réalité l'étui contenant vraisemblablement l'arme du crime. Il y a deux hypothèses. Soit quelqu'un a réussi à voler un badge, ce qui est assez étonnant, ou soit c'est quelqu'un qui travaille sur site, qui potentiellement peut être l'auteur de cet acte criminel. Après la découverte du corps de Jean au 11e étage de la tour de contrôle, la police scientifique est dépêchée sur place. Le médecin légiste va dénombrer une dizaine de plaies, à la fois à l'abdomen, au thorax, au cou. Il y a plusieurs coups qui sont également portés sur la tête. Et l'on sait, de par les conclusions de la médecine légale, que certains coups ont été portés de face, lorsqu'il était vraisemblablement debout en face de son agresseur, mais que d'autres ont été portés lorsqu'il était au sol. Et donc il ne présentait plus le moindre danger
pour son agresseur. Les constatations médicales qui sont faites sur le corps, ça va être le terme employé par le médecin, témoigne d'un réel acharnement de l'auteur sur la personne de Jean. Les modalités du crime sont en faveur d'un trouble psychique grave. Le fait de s'acharner contre sa victime, c'est-à-dire dénote bien d'une perte de contrôle de soi. On peut penser qu'au moment où il commet l'acte, l'individu est dans son monde. Les enquêteurs de la police judiciaire se penchent alors sur les relevés de badges pour retracer toutes les allées et venues des employés de la tour ce matin-là. C'est un endroit extrêmement sécurisé. Vous ne pouvez pas y accéder si vous ne disposez pas et d'un badge et d'une clé. Très rapidement, on sait qui a badgé, à quelle heure il a badgé, à quelle heure il a débadgé. Effectivement, le badge de la victime est repéré, mais surtout, on identifie une autre personne qui a badgé. Karim, un contrôleur aérien, est entré dans les lieux à 7h35. Il est à peu près le seul à ce moment-là, le service débutant à 8h en principe, et on sait qu'il a actionné à 7h35 et 7h36 les 2 badges permettant d'accéder aux ascenseurs de contrôle. Sa présence est attestée par les gardiens du parking qui ont repéré la personne venir au volant d'un véhicule blanc. Le véritable problème, c'est que cette personne n'est pas censée être sur site puisque cette personne est déclarée en arrêt maladie depuis 3 mois. La présence de cet individu éveille les soupçons des policiers. Et leurs doutes vont se confirmer avec les premières auditions des collègues de Karim. 2 d'entre eux vont notamment témoigner du fait, un peu troublant, qu'ils ont constaté la présence de Karim qui quitte les lieux lorsqu'ils arrivent. Ça les trouble parce qu'il n'est pas censé se trouver sur les lieux et en même temps, ils se disent que peut-être c'est justement la reprise de son travail et qu'il est venu déposer des papiers pour régulariser sa situation administrative. Les enquêteurs découvrent qu'en réalité, Karim est rentré quelques minutes avant Jean et qu'il est surtout sorti 3 minutes après que Jean ne soit rentré dans les lieux. Lorsqu'il quitte les lieux et qu'il croise les collègues qui vont témoigner, il n'y a rien dans son attitude qui laisse supposer l'existence d'un trouble, d'une excitation, d'un énervement. Mais au fil des auditions, les employés de la tour vont dresser un portrait inquiétant de leur collègue Karim. Tous sont unanimes. Ils avaient tous un problème avec cette personne. Ils décrivent tous quelqu'un qui est dans une paranoïa excessive. Tout ce que vous lui dites, il l'interprète en sa défaveur. Il a le sentiment d'être discriminé à raison de ses origines. Il a le sentiment qu'on s'attaque à lui. Il se sentait mal aimé. On sait que même à un moment, pour essayer de compenser cette infériorité, il s'est mis au sport, il a fait beaucoup de musculation, donc il voulait par moments s'imposer physiquement. Et c'est vrai que ça clashait souvent avec des collègues. Bon, il se sentait vraiment persécuté au point qu'en 2010, il venait à peine d'arriver sur ce poste, il allait déposer une plainte au commissariat pour harcèlement. Ce qu'il y dénonce, ce sont des faits absolument anodins. Il va dire « je suis victime de harcèlement de la part des contrôleurs aériens de cette tour de contrôle parce que je vois dans les parties communes de mon immeuble un certain nombre de mouchoirs qui sont déposés au sol. » Et ensuite, il va dire « quand je rentre chez moi, dans ma boîte aux lettres, j'y découvre une multitude de prospectus. » Et ça ne peut venir que des contrôleurs aériens. Mais il est évident que compte tenu de la nature des faits qui sont dénoncés, il n'y a aucune suite qui est menée. Petit à petit, il y a cette réaction de sa part qui consiste à se refermer et plus encore à mettre en œuvre un système de réponse et d'attaque vis-à-vis de ça. Il souffre de troubles psychologiques graves, de type paranoïaque. Et chez lui, tout est interprété de façon quasiment délirante et ça dérive au niveau relationnel. Depuis le mois de janvier 2011, c'est-à-dire près de 3 mois avant les faits,
Il est très régulièrement suivi par un médecin. Il a des arrêts maladie qui sont renouvelés depuis le mois de janvier, tous les 15 jours, 3 semaines. Il est dans un état de mal-être et de dépression. Il était à ce moment-là quelqu'un de déséquilibré. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il était en arrêt. Il ne travaillait plus effectivement au sein de l'aéroport. Au vu de ces informations, Karim apparaît comme le principal suspect. Un dispositif de recherche est mis en place et les policiers planquent à son domicile. Il habite à Saint-Louis, c'est à peu près à 10 minutes à vol d'oiseau de l'Euro Airport. Tout de suite, une équipe de la PJ plus la BRI se mettent en position d'attente. C'est-à-dire on a l'espoir, le secret espoir qu'il repasse peut-être par son appartement pour chercher des affaires. Mais cette planque, elle est infructueuse. Et donc, on prend la décision à 18h d'entrer dans son domicile et de le perquisitionner. C'est le choc. On rentre dans une ambiance ésotérique. Parce que quand on rentre dedans, on trouve des choses assez bizarres. On trouve une statue de Bouddha avec un crucifix accroché mais à l'envers. Le logement est assez insalubre. Il y a un sol qui est jonché de papier, à peu près 5 cm d'épaisseur de papier au sol. Les volets sont fermés, c'est un petit F2. Il n'y a pas grand-chose à part ce capharnaüm. Il faut imaginer, c'est comme si on avait mis l'appartement sans dessus-dessous. Et puis, détail important, on retrouve des cartes du Joker. C'est un personnage qu'il affectionne tout particulièrement. Les enquêteurs vont alors éplucher un à un les centaines de documents éparpillés dans le domicile de Karim. On commence à regarder ce qu'on trouve comme documents. C'est des notes manuscrites. Il parle de Ben Laden, il parle à Dieu, il se met en relation, lui, il se met en scène avec Dieu, en se posant des questions sur la fin du monde, sur le grand complot. En fait, ça part dans tous les sens. Et puis on va découvrir ce qui constitue manifestement l'œuvre de Karim. C'est un manuscrit qui fait très précisément 354 pages. Et puis on va tout simplement découvrir dans cet écrit notamment qu'il revendique ce qui s'est passé à la tour de contrôle, puisqu'il y a dans certains écrits l'explication selon laquelle ce qui s'est passé à la tour de contrôle de Bal-Mulhouse était inévitable. Et chose encore plus étonnante, c'est que dans ce fatras de feuilles qu'on retrouve, on retrouve la liste de tous ses collègues. Et Karim aurait menacé tous les autres contrôleurs aériens. Ses collègues ont tous reçu un courrier où il écrivait effectivement que non seulement il avait tué un contrôleur aérien, mais qu'il allait tous les tuer aussi. Karim explique dans ses courriers qu'il est désolé, qu'il n'a pas eu le temps de s'occuper de tout le monde, mais qu'il est très difficile pour lui en une seule journée de décapiter 36 personnes. Il va, entre guillemets, vomir tout ce qu'il pense de ses collègues. Il les déteste. Il les déteste tous. Il explique notamment qu'il a volontairement introduit un certain nombre de substances dans la vaisselle du matin, dont du sperme. Et il dit, à chaque fois que vous preniez le café le matin, eh bien, il y avait des cellules de mon sperme que vous ingériez. Et donc, s'il vous faut quelque chose pour vous souvenir de moi, eh bien maintenant, vous saurez qu'en vous, il y aura toujours des cellules qui m'appartiennent. Ça donne un côté à la fois pervers, un côté calculateur, un côté je vais me venger de tout ce que vous m'avez fait. Alors que, dans la réalité, ses collègues n'ont jamais rien fait. Et en fait, on se rend compte qu'il y a ce côté très posé, très calculateur, et à côté, une folie naissante. Et c'est vrai que ça tranche par rapport à cette personne qui est capable de s'occuper de la sécurité aérienne, de diriger des avions, et se dire que finalement, on a peut-être évité le pire, même si le pire reste quand même la mort de gens. Il aurait pu, on peut légitimement le penser, compte tenu des compétences dont il dispose, accéder à la tour de contrôle et pourquoi pas dévier de leur trajectoire tous les avions qui étaient en vol. Il avait parfaitement les compétences pour le faire.
Pour la police judiciaire et la police aux frontières, il y a urgence à retrouver Karim avant qu'il ne récidive. Un avis de recherche a été envoyé à tous les aéroports français, à toutes les stations-service, à tous les hôtels, tous les lieux où il aurait pu s'arrêter avant de prendre un avion. Ça a été fait dans un temps extrêmement rapide, mais ça n'a rien donné. Dans les bureaux de la police judiciaire, les enquêteurs de Mulhouse poursuivent leurs investigations sur Karim. On découvre aussi un certain nombre de choses qui démontrent aux enquêteurs qu'il a parfaitement prémédité son geste. D'abord, il a acheté une voiture sous un faux nom. Évidemment, ce véhicule qu'il achète en espèces est destiné à faciliter sa fuite. On sait par ailleurs qu'il en avait loué un autre qui va lui permettre de quitter les lieux de l'aéroport. On retrouve sur son ordinateur des traces d'une réservation d'un vol Francfort. Donc automatiquement, on va voir s'il a embarqué. Il n'est jamais allé sur l'aéroport de Francfort. En fait, il s'est littéralement volatilisé avec cette dimension du gars qui a tout calculé à l'avance. Lorsque les fonctionnaires de police vont vouloir faire la téléphonie, ils vont découvrir qu'il a mis un téléphone portable avec une activation de sa géolocalisation dans un colis postal qu'il a donc envoyé en Suisse. Ce qui, dans un premier temps, va donc conduire les enquêteurs sur une fausse piste. On veut ridiculiser la police, quoi. C'est ce côté j'ai toujours un coup d'avance sur vous. Et on s'est rendu compte également qu'il a vidé absolument tous ses comptes, qu'il a vendu tout ce qu'il pouvait vendre. Donc voilà, on avait vraiment là, à ce moment-là, la certitude, la quasi-certitude qu'il avait organisé, préparé à l'avance sa fuite. Dès le mois de janvier, il avait commencé à mettre de l'argent de côté. Il avait sollicité un crédit à la consommation alors qu'il gagnait très bien sa vie. Et il a réussi à mettre, bon an mal an, une trentaine de milliers d'euros de côté. L'homme aurait donc minutieusement préparé le meurtre de Jean. Mais à ce stade, certains aspects de sa personnalité demeurent troubles pour les enquêteurs, qui tentent de comprendre comment Karim a pu basculer dans une telle folie meurtrière. On va se rendre compte qu'il a un parcours exceptionnel. Il a fait des études brillantes, maths sup, maths spé. Karim, en fait, a débuté sa formation en 99 à l'École nationale de l'aviation civile. Il a suivi ensuite un parcours un petit peu plus étayé que celui de Jean, c'est-à-dire qu'il va se retrouver dans différents centres, mais il va arriver en réalité à Bâle-Mulhouse dans le courant de l'année 2010, c'est-à-dire à peu près 6-8 mois avant les faits. Le fait qu'il se trouve à ce poste de contrôleur aérien, c'était quelque chose de quasiment dans la suite logique de son cursus, de son parcours, des cours du soir, de ses études, de son investissement dans ce cursus. C'est quelqu'un qui était à sa place. Une capacité d'analyse, de mémorisation qui explique tout à fait qu'il ait pu faire des études assez brillantes et avoir un métier à haute responsabilité. Alors, vu ce qui s'est passé après, c'est sûr qu'on peut s'interroger comment en est-il arrivé à avoir autant de responsabilités alors qu'il a ensuite fait tellement de mal. Lorsqu'on va refaire des recherches sur son dossier administratif, on va d'ailleurs constater qu'avant l'arrivée à Bâle-Mulhouse, il y avait déjà des signes précurseurs qui étaient connus de la direction de l'aviation civile et qui laissaient entendre que c'était quelqu'un qu'il fallait surveiller. Les troubles dont il souffre, à l'évidence, vont s'accentuer à partir du moment où il arrive à Bâle-Mulhouse. En poursuivant leur enquête, les policiers s'intéressent également à l'entourage de Karim. Il n'est pas totalement isolé. On sait qu'il a sa petite amie qui était là la veille encore avec lui. C'est une jeune femme qui a le même âge que lui, qui fait des études de psychologie. C'est pas neutre, puisque elle va quand même l'aider. Elle va raconter qu'effectivement, quand elle l'a connu, c'était quelqu'un d'assez jovial, d'assez ouvert.
Et elle va raconter qu'au fur et à mesure que les mois vont passer, c'est quelqu'un qui va se renfermer et elle va le pousser même à aller voir une psychologue. Mais elle essaye de discuter, de garder le lien avec, mais elle dit que les relations étaient devenues très compliquées. Les enquêteurs tentent d'en apprendre plus sur la personnalité de l'individu afin de le cerner. On va retracer son parcours familial et en fait il a vécu un véritable drame. Son père est mort dans ses bras et à partir de ce moment-là, son comportement a littéralement changé. Il ne viendra même pas au mariage de sa sœur, il a cassé ce lien avec sa famille. Il y a eu un avant et après le décès de son père. Avant cet événement-là, il n'y a pas dans sa situation d'éléments ou d'événements qui soient annonciateurs de troubles psychologiques. Jusqu'à ce qu'on arrive à Bâle en 2010 et que véritablement là, il en vienne même à se créer un personnage. On va se rendre compte qu'il était dans un univers à lui et qu'il avait un peu dévissé par rapport à la réalité. Et c'est vrai que quand on s'intéresse à son portrait, c'est un peu cette image du Joker, ce côté totalement fou, capable de commettre l'irréparable, puisque c'est ce qu'il a fait, commettre l'irréparable et disparaître. Pour tenter de remonter la piste du fugitif, les policiers décident de placer sa famille sur écoute. On va les surveiller, on va les mettre sur écoute, et c'est vrai qu'on va se rendre compte qu'il n'y a rien, il n'y a pas un seul appel qui soit passé par la mère, qui soit passé par le frère ou par la sœur, il n'y a aucun lien. En fait, tous les liens sont coupés. À partir du moment où il a pris la fuite, il ne donne plus aucun signe de vie. Pendant plusieurs longues semaines, l'assassin de Jean reste introuvable. Mais en novembre 2011, les policiers mettent enfin la main sur de nouveaux indices. On retrouve cette voiture abandonnée sur le parking d'une grande surface, près de Lyon. On va faire des découvertes très intéressantes dans la voiture. On va retrouver le couteau, c'est une sorte de machette artisanale avec des traces de sang. On va identifier effectivement l'ADN de Jean. On va trouver d'autres éléments qu'il a achetés au cours de sa fuite, un sac à dos, des boussoles, des cartes de toute l'Europe. On va retrouver une clé USB encore avec des photos de lui. On va trouver également une crème dépilatoire, des rasoirs. Donc on imagine qu'il va se faire un nouveau look. Donc tout est calculé depuis le début. Cette fuite a été organisée, orchestrée par une seule personne, lui. Et c'est lui qui garde le contrôle. Depuis le début, il garde le contrôle. Mais Karim, lui, demeure introuvable. Un mandat d'arrêt européen puis international sont alors lancés à son encontre. Il est suspecté mais reste présumé innocent. On a effectivement pris un mandat d'arrêt international et transmis tous les éléments de manière à ce que dans le monde entier, il puisse être recherché. S'il passe les frontières, il puisse y avoir ce criblage qui soit fait et qu'on puisse éventuellement l'interpeller et prévenir bien entendu les autorités françaises à ce moment-là. Pendant plusieurs années, les avis de recherche et les différents mandats vont être renouvelés. C'est chercher une aiguille dans une meule de foin. Enfin, le monde est immense et notre mandat d'arrêt international est tout petit à côté. Hein. Et c'est vrai qu'il y aura un tournant en 2016 puisque Europol va le glisser sur la liste des personnes les plus recherchées dans le monde. Il fait l'objet d'une notice rouge auprès d'Interpol. Ce qui interpelle toutes les polices à l'étranger, membres d'Interpol, sur sa dangerosité. Mais ces recherches ne vont rien donner. Et en 2016, la police judiciaire de Mulhouse, impuissante face à la tournure que prend la cavale de Karim, se voit donc contrainte de transférer une partie du dossier à de nouveaux enquêteurs.
La brigade nationale de recherche des fugitifs, ce sont des policiers qui sont exclusivement réservés à la recherche de personnes qui le sont pour des faits extrêmement graves. Je veux dire, je sais qu'ils ont en portefeuille, si on peut parler ainsi, la recherche de Dupont de Ligonnès. Voilà, mais c'est une police qui est dédiée à ça. Donc qui connaît toutes les arcanes de l'international et qui sait parfaitement comment être la plus efficace dans cette recherche-là au niveau international. Malgré les 7 années de recherche, toujours aucune trace de Karim. Les proches de Jean se lancent alors dans un autre combat pour lui rendre justice. Moi, j'ai mené à leur côté une étape qui, je pense, était très importante pour la mémoire de Jean et pour la reconstruction de cette famille. C'est la mise en cause de la responsabilité de la direction de l'aviation civile, de la DGAC. Ce qui va être reproché, c'est qu'en dépit de cette situation parfaitement connue de tout le monde, on laisse à disposition un certain nombre d'outils à Karim qui lui permettent d'accéder librement, notamment à la tour de contrôle. C'est la question centrale. Comment cette personne qui s'est mise hors du système pendant quelques mois, parce qu'elle souffre de problèmes, peut continuer à avoir accès à son travail. Après 3 ans de procédure, les proches de Jean ont obtenu gain de cause au tribunal administratif de Strasbourg. La justice a dit, effectivement, la DGAC a fait preuve de graves manquements à la sécurité. Et ces graves manquements ont eu pour conséquence la mort de Jean. Et donc l'État a été condamné à payer. C'est une petite victoire, mais cette petite victoire ne ramènera jamais Jean. Et c'est ça qui l'attriste le plus encore aujourd'hui. 2 années s'écoulent sans que les autorités ne parviennent à localiser Karim. Jusqu'à ce qu'en 2018, Europol soit contacté. C'est en 2018 qu'une alerte va être envoyée sur le système Europol par une personne qui souhaite garder l'anonymat, mais qui dit avoir reconnu Karim. Et ce qui donne comme explication, c'est que Karim est tout simplement en train de poster sa photo sur un site de rencontre. On sait qu'il est intervenu sur les réseaux sociaux à Hong Kong. Donc ça aussi, ça a fait l'objet d'investigations et de recherches. Les autorités françaises vont demander aux autorités hongkongaises un certain nombre d'informations, un certain nombre de recoupements. Et là, on va découvrir ce qu'on ignorait totalement. Et ce que les autorités hongkongaises vont nous apprendre, c'est qu'en 2014, il va se faire arrêter par Hong Kong, tout simplement parce qu'il est en train d'utiliser un passeport falsifié. En fait, ça n'est pas une falsification d'orfèvre, si je peux me permettre, puisqu'il a simplement changé le O, qui est l'initiale de son nom de famille, en Q. Il a simplement rajouté une petite barre. C'est ce que les autorités hongkongaises vont découvrir. Ils vont donc l'incarcérer. Il va ensuite être libéré, mais il va être libéré sous une sorte de contrôle judiciaire. Et ensuite, il disparaît totalement de la circulation. Peut-être qu'en 2014, on aurait eu plus de chance, alors qu'il était incarcéré, et si on avait su quelque chose, de pouvoir intervenir directement avec Hong Kong. Voilà, on peut toujours se le dire en tout cas. On peut toujours le regretter. C'est une occasion extrêmement importante de perdu. Les autorités hongkongaises avaient en leur possession quelqu'un qui était activement recherché par les autorités judiciaires françaises. Les Hongkongais le savaient et n'en ont jamais informé la France. La Chine étant membre du réseau Interpol, elle a des obligations. Quand il y a un signalement donné par Interpol à l'étranger, et donc en ce qui nous concerne, la Chine et Hong Kong, la Chine est tenue d'y répondre. Si elle ne le fait pas, elle est répréhensible sur le plan international, sur le plan juridique international auprès d'Interpol. Mais je vais vous dire franchement, le régime chinois s'en fiche, comme de l'an 40. Les conflits diplomatiques entre les deux pays pourraient éviter à Karim, qui demeure présumé innocent, d'être interpellé et rapatrié en France.
rester à Hong Kong est un choix judicieux, puisqu'il ne s'expose pas à être arrêté à Hong Kong pour y être jugé, puisqu'il est soupçonné d'avoir commis un meurtre sur un Français en France et qu'il est de nationalité française. Donc il ne tombe pas sous le coup de la loi pénale hongkongaise. Et il ne risque pas non plus d'être arrêté pour être extradé vers la France, puisque Hong Kong n'extrade pas vers la France depuis 2012. Le mandat d'arrêt international peut permettre effectivement son interpellation parce qu'il est recherché pour un assassinat, donc c'est pas rien. Mais malheureusement, il faut pour ça que les autorités du pays où se trouve cet auteur présumé soient coopérants. À force d'acharnement juridique, les policiers français parviennent tout de même à obtenir quelques informations sur Karim. Karim est arrivé dans ce pays, non pas plusieurs mois ou plusieurs années après le décès, comme on pouvait le penser, mais qui va être en réalité identifié arrivant à Hong Kong dès le 17 mai 2011, c'est-à-dire qu'il est en réalité à Hong Kong 3 semaines après le décès de Jean. Il était extrêmement facile pour lui d'arriver à Hong Kong, de passer la frontière à l'aéroport ou même par bateau, et ensuite de se fondre dans la population locale, même s'il est étranger, personne ne pouvait s'intéresser vraiment à lui. Donc il pouvait y séjourner longtemps. Un ressortissant français peut rester à Hong Kong 90 jours sans visa, et de la même manière à Macao. Et une stratégie pour prolonger un séjour à Hong Kong et Macao et faire des allers-retours entre ces deux territoires, puisque chaque départ remet à zéro le décompte de 90 jours. Il avait, je pense, nécessairement réfléchi à la question des visas. C'était quelqu'un de très intelligent, qui a utilisé cette intelligence à des fins terribles, qui ont été celles d'organiser d'abord l'assassinat, puis ensuite la terreur, et enfin la fuite dans un pays où, j'en suis persuadée, il savait en effet qu'on ne viendrait pas les chercher. Exaspérée par la situation, en 2021, Nelly, l'épouse de Jean, décide de s'adresser directement au président de la République. Nelly, l'épouse de Jean, en octobre 2021, j'allais dire, devant l'inefficacité du processus judiciaire, s'est fendue d'une lettre au président Macron, en disant notamment qu'elle n'imagine pas un seul instant que la France protège les meurtriers et qu'elle cède à des considérations diplomatiques. Alors c'est vrai que Nelly a du caractère et elle ne lâche jamais l'affaire, si on peut utiliser l'expression. Malheureusement aujourd'hui, le président ne peut pas intervenir dans la justice chinoise et hongkongaise. En attendant que la France et la Chine parviennent à coopérer sur ce dossier, Karim reste libre et présumé innocent. C'est extrêmement difficile pour cette famille, cette maman et puis cet enfant de se reconstruire. D'abord, il faut dire que pendant très longtemps, et ce sentiment n'a pas totalement disparu, elle vivait dans la peur. Tout simplement que Karim puisse un jour revenir et pourquoi pas mettre ses menaces à exécution. Donc bien sûr que cette peur-là participe de toute la difficulté qu'il y a à se reconstruire. Ensuite, il y a les étapes de la procédure. Aujourd'hui, on sait où il est. C'est très important. Les autorités hongkongaises connaissent son domicile. Il a été identifié à 100%. On a cette paralysie qui fait que il continue à évoluer en toute liberté dans ce pays-là, alors qu'il est activement recherché depuis toutes ces années-là par son pays d'origine pour des faits extrêmement graves. Le mandat d'arrêt de Karim est toujours publié sur les différents sites d'avis de recherche, car il reste l'un des fugitifs les plus recherchés au monde. Alors, le fait qu'on ait pu retrouver la trace de Karim vivant une vie classique ne signifie pas que les troubles psychologiques graves de type paranoïaque aient disparu. Le fait d'avoir refait une deuxième vie ne signifie pas que tout est terminé, qu'il n'y a pas de risque.
Donc c'est quelqu'un qui est un danger potentiel, qui reste un danger potentiel. « 11 ans après le meurtre de Jean, le dossier est toujours en cours à l'instruction et un procès pourrait s'ouvrir malgré l'absence de Karim. Ce que Nelly veut, c'est avoir la personne en face d'elle et de pouvoir poser des questions via son avocat, d'entendre les réponses. Parce que pour l'instant, elle s'est construit une histoire, mais elle n'a pas les réponses à cette histoire, savoir si elle est dans le juste ou si elle est dans le faux. Et pourquoi Jean est mort ce jour-là. La famille de Jean espère qu'une condamnation par contumace de Karim, c'est-à-dire en son absence, pourrait pousser les autorités chinoises à coopérer. Il y a forcément un espoir parce que les juges qui sont interrogés, la procureure qui est interrogée, veulent toujours continuer d'y croire. Et moi, j'y crois tout autant parce qu'en tout cas, tout est mis en œuvre pour que ce soit un jour le cas. Il y a beaucoup d'énergie qui est dépensée. Et moi, je pense qu'il y a effectivement toujours un espoir pour qu'un jour il soit rapatrié en France et jugé pour ce qu'il a fait. Je ne pense pas qu'on puisse se relever d'un tel drame. C'est impossible, on ne peut pas effacer des années de bonheur. Et c'est vrai que même si les années sont passées, ça fait plus de 11 ans aujourd'hui, Nelly a reconstruit sa vie sans oublier Jean. Elle dit « je pense à lui, je le vois ». Je vois son sourire, je vois mon mari, je vois le père de mon enfant. C'est ce qu'elle veut garder, ce lien fort et triste à la fois. Mais la vie continue. Malheureusement, la vie doit continuer. On est à Ambonnay, à 30 km environ d'Épernay, dans une maison familiale, dans un magnifique vignoble. Il est midi, ce 27 décembre 1985. Et tout à coup, le calme est brisé par un coup de téléphone. C'est Claude qui répond à ce téléphone. Claude est un quinquagénaire, un viticulteur, et ce qu'il apprend au téléphone va vraiment l'étonner. À l'autre bout du fil, il reconnaît la voix angoissée de la nouvelle compagne de son fils, Freddy, qui a l'air assez angoissée et qui dit qu'elle n'a pas de nouvelles de son fils et que son appartement est sans dessus-dessous et qu'elle s'inquiète. On dit, bon, disparu, nous on ne l'a pas vu aujourd'hui. On sait qu'il devait venir à la maison, mais on ne l'avait pas vu. Il n'était pas venu. On dit, mais pourquoi, c'est inquiet? Si, il s'est passé quelque chose. À ce moment-là, Claude se dit qu'il y a quelque chose de grave. Alors tout de suite, avec papa, on était à table, on arrête de manger, on prend la voiture et on monte à Épernay. Il fait tout le trajet jusqu'à l'arrivée dans l'appartement d'Épernay. Et là, quand il entre dans cet appartement, il est vraiment étonné parce qu'il y a un capharnaüm qui règne. Et on voit sur la table de la cuisine une bouteille de champagne retournée dans le seau. Il y a des verres avec des traces de rouge à lèvres, il y a un cendrier rempli de mégots, comme si on avait fait la fête. C'est très étrange, mais ça ne ressemble pas du tout à son fils. Et puis surtout, il y a aussi un autre détail qui est important et qu'il va tout de suite repérer, Claude. C'est qu'il y a des taches de sang sur la plinthe de la cuisine. Claude comprend très vite que la situation est grave, qu'il ne faut absolument pas tarder. Il décide sur le champ de se rendre au commissariat d'Épernay. Qu'est-il arrivé à Frédéric, un jeune homme de 23 ans sans histoire? Est-il séquestré? A-t-il été tué? A-t-il été enlevé? Pour l'instant, on ne peut répondre à aucune de ces questions, mais en tout cas, c'est le début d'une affaire aux multiples rebondissements où les espoirs d'une famille vont se heurter aux limites de la justice.
Nous voici à Ambonnay, petit village situé près de Reims, dans la Marne. C'est ici que grandit Frédéric, surnommé Freddy, dans une famille de vignerons. Il y a le père Claude qui cultive la vigne depuis des générations. Il y a sa femme Jeanne. Ils vivent donc dans un domaine, ils vivent du champagne, hein, comme beaucoup de viticulteurs de la région. Il est le premier enfant de cette fratrie qui est en contrat à 3. Et en fait, Frédéric, c'est avant tout un miraculé. Dès l'âge de 3 mois, on va diagnostiquer chez lui une malformation cardiaque. Et en fait, la vie de cet enfant sera, pendant les premières années de sa vie, un véritable souci pour les parents. Boris, son frère cadet, se souvient encore de cette enfance jalonnée par les soucis de santé de Freddy. Comme il avait des problèmes de santé, il ne pouvait pas vivre une enfance assez facile. C'est qu'on fait tout. Donc c'est pour ça qu'il était assez réservé, et les parents ils s'occupaient beaucoup de lui. Et en 1971, il va y avoir un véritable tournant puisque Frédéric va véritablement frôler la mort. Il a 9 ans, il va avoir un malaise cardiaque, il va être placé dans le coma pendant 12 jours, 12 très longs jours. Et finalement, il va sortir de ce coma en battant qu'il est. Et il va avoir une enfance et une adolescence comme tout un chacun. Et on a fait des sorties ensemble. Il y avait la musique aussi. La musique, il me faisait découvrir des musiques, des cinémas. C'est lui qui m'avait emmené pour la première fois voir Grease avec John Travolta. Et on l'a vu, je crois que c'est 17 fois le film. Il m'a emmené au cinéma, on l'a vu 17 fois ensemble. C'était très soudé comme lien. À 19 ans, Frédéric décroche un diplôme de comptabilité et se lance dans la vie active. Il va trouver un travail d'aide comptable dans une société. Mais il va finir par être licencié et c'est à ce moment-là qu'il va être embauché comme vigneron, notamment dans l'exploitation de ses parents. Il a rencontré une première petite amie, Nelly, qui s'entendait très bien avec lui. Ça, tout collait très bien. Ils ont vécu un petit temps ensemble et puis ils envisageaient d'aller plus loin, mais les aléas de la vie ont fait que finalement, elle est partie, ils se sont séparés, il s'est retrouvé seul. Suite à cette rupture, c'est lors d'une sortie en discothèque que Freddy rencontre sa nouvelle petite amie en novembre 1985. Il va rencontrer une femme de 23 ans, absolument éblouissante, ravissante, blonde, qui attire vraiment le regard de tous les hommes autour d'elle. Elle s'appelle Charline, c'est elle aussi une enfant du pays, une fille de bijoutière. Et du coup, entre Charline et Freddy, tout va aller très vite. C'est-à-dire que voilà, ils se rencontrent dans cette soirée et 15 jours après, elle emménage chez lui. Charline, quand elle arrive, dit tout de suite « Ah, mais je connais cet endroit !» Parce que son ex-petite amie habite justement à quelques pas de l'appartement de Frédéric. Cet ex-petite ami s'appelle donc Adrien, elle l'a fréquenté pendant 4 ans, il a 30 ans et il est tractoriste dans une maison de Champagne. Elle continue de le voir de temps en temps, elle lui a même prêté un véhicule. Voilà, Freddy est au courant, elle ne lui cache rien. Et puis voilà, ça va perdurer comme ça jusqu'en décembre 85, donc juste 5 semaines après leur rencontre, où là, Freddy et Charline vont faire une grande annonce, notamment aux parents de Freddy, en leur annonçant qu'ils souhaitent se fiancer. Ça faisait qu'un mois qu'ils se fréquentaient. Hein. C'était très récent. Donc, on est tombé des nues. On ne comprenait pas trop son changement, sa précipitation. Mais le 27 décembre 1985, les projets du couple vont être contrariés.
Il est 9h et en fait la journée pour Charline et Frédéric commence d'une manière tout à fait normale. Charline doit aller travailler. Quant à Freddy, il doit aller récupérer une camionnette chez ses parents pour ramener au domicile conjugal des affaires de Charline. Et puis Charline va lui dire « c'est bizarre, la voiture, elle a un petit air penché ». Au final, oui, elle a l'air penchée parce qu'elle a 2 pneus qui sont crevés. Du coup, Charline décide d'aller travailler, elle part avec la voiture en bon état et Freddy reste sur le parking puisque lui, il ne peut pas démarrer. À l'heure du déjeuner, Charline revient à l'appartement pensant que son compagnon a trouvé une solution pour réparer sa voiture. Bizarrement, elle va retrouver la voiture dans le parking qui n'a pas bougé, les pneus sont toujours crevés. Elle va s'apercevoir que la lampe de chevet dans le domicile est toujours allumée. Donc elle imagine très certainement que en fait, Freddy n'est absolument pas parti. Elle va monter, elle va ensuite frapper à la porte, se disant que Freddy va forcément ouvrir étant donné qu'elle a vu la lumière, mais pas de réponse. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre ses clés, ouvrir l'appartement et ce qu'elle va trouver dans l'appartement ne ressemble absolument pas à Frédéric. Et là, elle est stupéfaite de trouver l'appartement totalement en désordre. Ce qui ne correspond pas à Frédéric, qui est plutôt maniaque et qui a plutôt l'habitude de très bien ranger ses affaires. Et surtout, il n'y a absolument pas Frédéric. Charline panique d'abord et puis décide d'appeler les parents de Freddy parce qu'il était censé se rendre chez ses parents à ce moment-là. Et elle est loin de se douter qu'eux non plus n'ont aucune nouvelle de leur fils. À Épernay, alors que la famille de Freddy est au commissariat pour signaler sa disparition, Charline attend leur retour. La tension est vraiment palpable, puisqu'on se demande vraiment à ce moment-là où est Frédéric. Ça va empirer lorsque le téléphone va sonner. Charline va décrocher et là, elle va tomber sur une voix de femme, une certaine Florence, qui lui dit que Freddy est parti au sport d'hiver avec elle, que Charline n'a plus rien à faire dans cet appartement, qu'elle doit prendre toutes ses affaires et qu'à leur retour de sport d'hiver, c'est elle qui s'installera dans l'appartement avec Freddy. Ce coup de téléphone est étrange. Frédéric vient de disparaître. Il y a ce coup de téléphone qui tombe comme un cheveu sur la soupe et qui annonce un dénouement amoureux, une fugue amoureuse. Et 1000 questions commencent à se poser. Et tout d'un coup, on se dit, mais il est parti au ski, mais où qui est cette Florence? Ça ne tient évidemment pas debout. Et là, ça se bouscule dans la tête de tout le monde. Que s'est-il passé? Les enquêteurs de police de Reims et d'Épernay investissent l'appartement de Freddy. Ils fouillent, ils prennent des échantillons pour faire des analyses, ils posent des questions. Ça va tellement vite qu'on ne sait plus où mettre la tête, quoi. Ils vont procéder aux premières constatations et surtout faire plusieurs photos dans la cuisine. Il reste des traces de soirée. Donc ils prennent des photos, notamment de bouteilles de champagne renversées dans un seau. Il y a des verres, il y a des flûtes de champagne. Notamment, il y a une trace de rouge à lèvres sur l'une des flûtes de champagne. Il y a un cendrier avec plein de mégots. Il y a des espèces de miettes de biscuits. On a un peu cette impression d'une sorte de mise en scène. Ils retrouvent des traces de sang sur la plinthe de la cuisine. Il y a un stress qui monte, on a l'impression qu'il y a déjà tout un scénario qui est en train de se dessiner, ça monte crescendo. Les policiers vont aller de surprise en surprise. Ils vont découvrir d'abord des nouvelles traces de sang près de la porte, comme si on les avait effacées, mais elles sont bien là. Et, mieux encore, ils vont retrouver un impact de balle
dans la tranche de la porte de la cuisine. L'impact de balle, mais pas le projectile, pas la balle. Donc en fait, si on fait le bilan, on se dit il y a une soirée avec de l'alcool, il y a des traces de sang et il y a un impact de balle 22 longs rifles. Donc tout ça, ça constitue des éléments super inquiétants et qui peuvent laisser imaginer le pire pour Frédéric. Et la suite des investigations va encore plus plonger tout le monde dans l'angoisse. Les policiers poursuivent donc les constatations dans la chambre de Frédéric. Ils vont constater qu'il manque un certain nombre de ses effets, notamment un sac et un blouson. Un sac de voyage, un blouson. Ça pourrait laisser penser qu'il est parti en effet et que peut-être il serait parti au ski, comme le disait la personne, la fameuse Florence qui a téléphoné précédemment. Nous, comme on s'inquiète pour Freddy, ils disent bah, attendez, ça tombe, il a fait une fugue, vous vous rendez pas compte, si c'est une fugue. On dit non, mais il peut pas faire une fugue, déjà il est majeur, donc ça serait pas une fugue. Et puis, pourquoi lui faire une fugue, puisqu'on est très soudés, on est très famille. Et en plus, il va y avoir un élément objectif qui va être retrouvé par les enquêteurs et qui va absolument dans ce sens. C'est en fait ses effets personnels, son carnet de chèques, sa carte d'identité qui vont être retrouvés. Donc s'il n'a pas pris son carnet de chèques ni sa carte d'identité, la piste du départ volontaire, la piste du départ au ski n'est absolument pas possible. Au terme des constatations, c'est donc vers une autre piste que s'orientent les enquêteurs. Alors évidemment, on a retrouvé du sang, mais certainement pas en quantité suffisante pour pouvoir affirmer de façon certaine qu'il s'agit d'un crime. Et donc, les enquêteurs vont se pencher sur une nouvelle piste, à savoir l'enlèvement et donc la demande de rançon. Mais l'hypothèse tombe à l'eau lorsque Charline, quelques jours plus tard, vient apporter un nouveau témoignage. Et elle donne spontanément un nom, celui d'Adrien, son ex-petit ami. Au cours de son audition, la jeune femme va alors raconter que depuis plusieurs mois, Freddy et elle subissaient le harcèlement de son ex-compagnon. Ce que Charline rapporte aux enquêteurs, c'est tout simplement qu'Adrien ne supporte pas du tout cette rupture. Et il essaye à chaque fois de revenir vers elle, de la reconquérir. Il est tout le temps présent, en fait, dans la vie du couple. Il est là comme une espèce d'ombre qui traîne autour du couple nouvellement formé qui est Freddy et Charline. Il vient, il est dans les escaliers, il écoute derrière leur porte, mais qu'est-ce qu'il cherche ? Il les traque clairement, il est derrière eux sans cesse. Adrien va multiplier les coups de téléphone anonymes et en fait, ce harcèlement va aller crescendo de pire en pire, en pire, en pire. Mon frère avait peur. Il va nous dire que cette personne-là est partie en voyage et qu'il allait revenir. Donc mon frère était très inquiet. Il va par exemple faire un cadeau à Charline, on se demande pourquoi, il lui offre un lapin nain qu'elle va accepter dans un premier temps et puis qu'elle va lui restituer parce qu'elle dit « mais attends, on n'est plus ensemble, pourquoi tu m'offres un lapin, reprends ton lapin ». Charline découvre ce lapin nain décapité, étalé sur le pare-brise de sa voiture avec un mot, Charline, on reprend tout à zéro et on va faire un enfant. Alors effectivement, à partir de cette information, les enquêteurs vont commencer à s'intéresser à Adrien parce qu'il a quand même un comportement extrêmement étrange et du coup, il pourrait bien faire figure de suspect principal parce qu'au final, il aurait un mobile. Il voudrait se débarrasser de Frédéric, il veut reconquérir son ancienne petite amie. Fort de ces éléments, les policiers se penchent sur le profil d'Adrien. Ce que l'on sait, c'est qu'Adrien a eu une enfance difficile. Sa mère est morte lorsqu'il avait 9 ans. Premier coup dur. Deuxième coup dur, son père, ne supportant pas le décès, sombre dans l'alcoolisme et ne peut plus élever ses enfants. Et c'est finalement la grand-mère d'Adrien qui va élever le petit. À 18 ans, il va se mettre en couple avec une femme, il va lui faire ensuite un enfant, il va partir au service militaire.
puis il va revenir, mais en fait leur couple ne tiendra pas à cause, dira son épouse, des infidélités d'Adrien. Sous cette apparence de vie, somme toute assez banale, classique, les enquêteurs vont se rendre compte qu'il a malgré tout un casier judiciaire assez rempli. Adrien a déjà eu affaire à la justice pour des affaires d'escroquerie, de deal, de vol. Et ces escroqueries, en réalité, on s'aperçoit qu'il aurait fait tout ça avec Charline. Et donc Charline, tout d'un coup, n'apparaît plus si lisse que ça aux enquêteurs. Une information qui va bouleverser la famille de Freddy. On se dit, Freddy, c'est pas possible, où c'est qu'il est tombé La disparition, elle se passe au bout d'un mois qu'il fréquente ta fille. Toujours est-il que les enquêteurs vont faire un choix. Ils vont décider de ne pas l'interpeller, elle. Il va falloir mettre Adrien en garde à vue pour en savoir un petit peu plus. Parce que là, il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse. Qu'est-il vraiment arrivé à Frédéric? Est-ce que Freddy se serait rendu compte qu'il était entouré de personnes mal attentionnées? En tout cas, voilà, c'est toutes les questions que se posent les enquêteurs et toute l'affaire peut basculer à ce moment-là. Dans la Marne, l'enquête autour de la disparition de Frédéric se poursuit. Adrien, l'ex-petit ami de Charline, est placé en garde à vue. Donc les hommes de la PJ de Reims ont interpellé Adrien, ils le questionnent et ils vont lui demander en fait quel était son emploi du temps le 27 décembre. Et Adrien explique qu'il était parti en vacances au Maroc et qu'il est revenu le 26 décembre. Le 26 décembre, il aurait passé la nuit à se balader dans Paris. Et le 27, le jour de la disparition donc, il aurait pris un train pour Épernay le matin et serait rentré en taxi chez lui et ne serait arrivé chez lui qu'à 12h30, soit bien après la disparition de Frédéric. Face à cet alibi, les enquêteurs sont dubitatifs. Ils se pensent peut-être un instant que oui, en effet, c'est pas possible qu'il ait pu être impliqué. Mais bon, ils vont quand même vérifier évidemment tout ce qui a été dit. Et en fait, ils vont avoir un témoignage qui ne colle pas, qui ne colle absolument pas avec la version donnée par Adrien, étant donné que le père de la petite amie d'Adrien affirme avoir reçu aux alentours de 12h10, 12h15, un appel d'Adrien. À ce moment-là, il est censé être dans un taxi. Il faut rappeler qu'on est dans les années 80, il n'y a pas de téléphone portable, donc en fait sa version est proprement impossible. Il ne peut pas téléphoner. Et puis il ne peut pas non plus être dans un taxi parce que personne ne l'a chargé. On a interrogé les chauffeurs de taxi et aucun n'a le souvenir d'avoir pris en charge Adrien. Donc ça commence à devenir un peu compliqué pour l'alibi d'Adrien. Les policiers de Reims placent alors Adrien face à ces contradictions. Il va changer de version, Adrien. Il va dire que non, finalement, il n'est pas rentré à midi. Non, il a dû se tromper. Il est rentré vers 7h30 sur Épernay. Ensuite, il s'est rendu au domicile du couple Frédéric-Charline. Il va ensuite écouter à la porte ce qui se passe. Il expliquera que c'est pour voir où en est le couple. Et il explique tout d'un coup être le témoin auditif d'une bagarre. Et alors encore plus surprenant, il entend l'éventuel agresseur de Frédéric lui demander son numéro de téléphone. Et là, Adrien décide de noter ce numéro de téléphone et en flippant, en se demandant ce qui va se passer, il préfère, pour ne pas être inquiété, quitter les lieux, ne pas prévenir la police. Dans l'esprit des enquêteurs, malgré tout, cette nouvelle version, c'est troublant. Pourquoi, en fait? Est-ce qu'il a menti la première fois? Est-ce que cette deuxième version correspond à une réalité, à une certaine réalité, ou est-ce qu'il masque encore des éléments aux enquêteurs? Et c'est une autre personne, auditionnée en parallèle, qui va permettre aux enquêteurs de prouver qu'Adrien leur ment. Adrien a une nouvelle petite amie, Chantal, qui va témoigner. Elle va leur révéler un élément extrêmement important, puisqu'elle va admettre, face aux enquêteurs, être la fameuse Florence.
qui expliquait que Frédéric était parti au ski. Un appel qu'elle a passé à la demande d'Adrien. C'est Adrien qui lui a rédigé le message. Il l'a rédigé sur un bout de papier, donc c'est écrit. Elle n'a fait que le réciter au final. Et ce bout de papier, elle l'a conservé. Et elle va le remettre aux enquêteurs. Alors forcément, il va être à nouveau confronté aux déclarations de Chantal. Et là, il est bien obligé de reconnaître qu'en effet, c'est lui. Et là, il explique que c'est pour faire réagir Charline. Une explication qui tient pas, enfin qui en tout cas qui interpelle beaucoup les enquêteurs. Sauf que là, Adrien ne veut plus parler. Et c'est comme ça que va s'achever son audition finalement. Afin de trouver des preuves matérielles pour démontrer la culpabilité d'Adrien, une perquisition de son domicile est ordonnée. Ils vont saisir 2 armes qui appartiennent à Adrien, mais pas d'armes avec un calibre 22 long rifle, qui est le calibre qui avait été découvert chez Frédéric. Plusieurs témoins entendus par les enquêteurs vont confirmer l'existence de cette 22 long rifle en possession d'Adrien. Et Charline elle-même va dire qu'il en possède une. Et on sait même que pour rien au monde, ils ne s'en seraient séparés. Confronté à ça, il va trouver une explication qu'il va fournir en disant que oui, il a possédé une 22 long rifle, mais qu'il s'en est séparé et qu'il l'a vendue il y a déjà un bon moment à une femme qui travaillerait dans la rue. Et ils vont aussi noter la disparition assez mystérieuse d'un tapis usagé. Les témoins, là aussi, sont formels. Le tapis, il était là il n'y a pas longtemps. Ils l'ont vu. Donc le tapis, il a beau dire qu'il l'avait plus depuis longtemps, ben c'est pas vrai. Le tapis était bel et bien là. Lorsqu'on a un enquêteur de l'APJ, très vite, le lien entre un corps et un tapis est très rapidement fait. On se dit que le tapis peut servir à transporter le corps. Au domicile du suspect, les enquêteurs saisissent plusieurs de ses vêtements. Et notamment un manteau sur lequel ils découvrent sur la manche des traces de tir. Est-ce que ces traces de tir pourraient correspondre aux traces de tir retrouvées chez Frédéric? C'est toute la question que se posent les enquêteurs. Les experts disent qu'en effet, cela pourrait être le même tir. Et à la fois, on n'en est pas sûr à 100%. Voilà. Ce qu'on sait en tout cas vraiment avec certitude, c'est que les traces retrouvées sur le manteau d'Adrien ne correspondent pas aux 2 armes qu'il conserve chez lui. Maintenant, toute la question est de savoir si les traces retrouvées sur la manche de son manteau correspondent aux 22 longs rifles dont il s'est débarrassé, et si c'est le cas, cette arme correspond aussi aux traces que l'on a retrouvées chez Freddy. Quoi qu'il en soit, cette arme ne sera pas retrouvée, ne sera jamais retrouvée. Mais ce qui va interpeller les enquêteurs au cours de la perquisition, ce sont des traces de sang retrouvées sur le palier d'Adrien. Ces traces de sang, d'où viennent-elles? À qui appartiennent-elles? Il ne s'explique pas là-dessus. Il ne dira rien. Adrien continue de clamer son innocence. Il persiste à dire qu'il y a trop peu d'indices contre lui et que de toute façon il n'y a pas de corps, donc qu'on ne peut rien contre lui. Il n'empêche, Adrien va être mis en examen et écroué pour enlèvement et séquestration. Deux mois après la disparition de Freddy, ses proches essaient de garder espoir. On me dit c'est pas possible. Pourquoi ça nous est arrivé? Je sais bien, on n'est pas les seuls. Mais quand ça vous arrive, vous vous demandez pourquoi que ça vous arrive. On se pose beaucoup de questions. On se demande s'il est vivant, où c'est qu'il est, s'il souffre. Est-ce qu'il est détenu? Est-ce qu'il est séquestré quelque part? On se pose beaucoup de questions. La souffrance, est-ce qu'il est mort? Un peu plus d'1 an après la disparition de Frédéric et alors que l'instruction se poursuit, Boris et le reste de la famille restent mobilisés.
On loue un hélicoptère pour pouvoir survoler les marais, tous les coins de la région pour voir s'il y a quelque chose qui a bougé. Donc papa il s'investit beaucoup, il a investi beaucoup d'argent pour essayer de trouver une solution. Sous les conseils de la police, papa a continué à payer le loyer de l'appartement pour pouvoir y avoir accès à tout moment s'il y a des analyses à faire dans l'appartement, à nos frais. Mais en fait, la vie de cette famille s'est arrêtée le 27 décembre 1985, le jour de la disparition de Frédéric. Maman, elle part dans une dépression, elle est obligée de voir des psys et de prendre des cachets parce que c'était invivable. J'imagine bien que la vie de famille elle est complètement bousculée. Hein. Et toutes les réunions, là, on parle que de Freddy, on parle que de la disparition. Il n'y a plus une vie normale. C'est pas une vie. On ne peut pas passer une seule heure de la journée ou de la nuit quand on ne dort pas sans savoir. Vous avez tout le temps ça dans la tête. Papa, il payait des enquêteurs pour emmener une enquête de leur côté, pour essayer de trouver une solution. On était sûr de trouver une solution au procès. Le 29 octobre 1988, après 3 ans d'instruction, le procès d'Adrien s'ouvre devant les assises de la Marne à Reims. Accusé d'assassinat, il encourt jusqu'à 22 ans de réclusion criminelle. En face de moi, je suis sûr d'avoir la personne qui détient la vérité. Et cette personne-là, en même temps, ça fait peur. Parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'il a pu faire à mon frère? Donc moi, je le fixe. Je le fixe pour essayer de qu'il parle, qu'il voie notre souffrance, qu'il nous libère. On se dit, on a l'espoir qu'il va craquer. On a l'espoir, on se dit, c'est pas possible, il va craquer, il va finir par parler, de toute façon, puis par dire ce qui s'est passé. Adrien ne reconnaît rien. Adrien ne donne absolument aucune réponse à la foultitude de questions qu'il se pose. Et Adrien clame toujours son innocence. Pour la défense, Adrien serait victime d'une procédure à charge sans preuve concrète. Pendant le procès, sa défense sera de dire que n'a pas de corps. Il a disparu volontairement. Que voulez-vous que j'y fasse? Et en effet, le doute va s'installer. L'avocate d'Adrien va trouver, au moment de sa plaidoirie, le truc. Elle va présenter la famille de Frédéric comme étant une famille de riches vignerons extrêmement aisés socialement et qui cherchent absolument un coupable en la personne de son client. Et le doute va si bien s'installer dans l'esprit des jurés qu'à l'issue du délibéré, le verdict va tomber. Et alors que les parents étaient sûrs que Adrien serait condamné, il est acquitté. On est tous... on comprend pas ce qui se passe. On comprend pas. Et aussitôt, on est encerclé par les gendarmes. Aussitôt qu'ils annoncent l'acquittement, nous, on est encerclés. Et comme si c'était nous les coupables, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est pas possible. Mais on est dans une rage, pas possible. Et d'un seul coup, toute la salle se vide. Et notre avocat dit, voilà, il est acquitté, donc il sort ce soir. Mais c'est pas possible. C'est pas possible, il ne peut pas sortir. C'est encore plus terrible parce que cette décision est définitive. À l'époque, il faut le rappeler, on ne pouvait pas faire appel d'un verdict d'assises.
Cette décision judiciaire clôt les poursuites contre Adrien. Mais pour la famille de Frédéric, les recherches vont continuer. Donc là, on se bat encore plus tout seul. Puisqu'il faut trouver une solution pour réussir à retrouver Freddy. Parce que nous, notre but, c'est de retrouver Freddy. Papa, il reprend des enquêteurs privés et on retravaille tout le dossier. Mais à notre charge. Hein. À notre charge, c'est-à-dire que personne ne nous aide dans ces moments-là. Hein. Il faut qu'on trouve une solution. La justice nous laisse tomber puisque la personne est acquittée. Donc faire ouvrir un dossier derrière un acquittement, c'est compliqué. Hein. Et personne ne retrouve la trace de Frédéric. Les années vont passer. Et puis un beau jour, en 94, le téléphone va sonner. Et il y a au bout du fil un mystérieux interlocuteur. Ce 16 novembre 1994, c'est Claude, le père de Frédéric, qui répond au téléphone. Cette voix annonce qu'il pourrait résoudre cette affaire, dire où est Frédéric et raconter ce qui s'est passé. Alors, je sais pas si je veux soulager ma conscience ou quoi, mais de toute façon, les informations que je détiens, j'ai pas l'intention de les donner gratuitement. Oui. Hein, donc... Alors, vous voyez à combien vous estimez votre Suisse? Oui. Et ben, on en reparlera à ce moment-là. Je vous rappellerai un soir. Bon, et tout ça, ça dépend s'il est d'où c'est qu'il peut être et puis d'où c'est qu'il est vivant. S'il est vivant. Ça fait partie des informations. Papa espère, dit bon, s'il faut payer pour savoir quelque chose, je vais payer. Au cours de cet appel, le corbeau ne va pas se contenter de leur demander de l'argent. Il va aussi en dire un peu plus sur son identité. Vous voyez qui je suis? Il me semble que celui qui a fait 2 ans dans cette affaire, enfin 3 ans dans cette affaire, ça peut être monsieur. Voilà, comme vous dites si bien. Hein? Ah, je pense qu'à l'époque, on a dû vous dire aussi qu'il n'y en avait qu'un qui détenait la clé de ce mystère. Exactement, oui. Ah, voilà. Donc forcément, la seule personne qui a fait 2 ans de préventif pour la disparition de Frédéric, c'est Adrien. Donc, si on en croit ces révélations, le corbeau ne serait autre qu'Adrien. Mais enfin, c'est bien la première fois qu'on verrait un corbeau dévoiler son identité. Claude et son fils Boris se rendent alors au commissariat de Reims pour porter plainte. Dès qu'on a l'enregistrement, nous on le propose au commissariat. Les enquêteurs disent oui, on a déjà interrogé l'acquitté, ça ressemble bien à sa voix. Et les enquêteurs nous déconseillent de payer la rançon. Et nous, on suit l'avis des enquêteurs. On veut surtout pas que ça nuise à l'enquête. Adrien va être convoqué par les enquêteurs. On va lui demander en substance si c'est lui qui exerce ce chantage et bien évidemment, il va nier en bloc. Finalement, ce volet d'enquête va être clôturé en 97. L'affaire va être classée sans suite parce que la famille a essayé de faire analyser ces enregistrements, de les faire comparer. Ça ne donnera rien. 6 mois après, Claude, le papa, va décéder en 3 mois d'un cancer du poumon absolument foudroyant. À force de travailler avec l'enquête, il vivait une vie compliquée. Donc il fumait plus que de raison. Il a fini par partir avec un cancer au poumon. On reprend le flambeau de papa pour pas que ça s'arrête. Pour aider maman aussi, parce que maman n'avait pas les épaules pour prendre ce que papa faisait. Dans la famille du disparu, l'espoir s'amenuise d'année en année. Mais par chance, de nouveaux alliés vont leur venir en aide. « 23 ans après la disparition de Freddy, et alors que le principal suspect a été acquitté, l'affaire va connaître un nouveau rebondissement.
La famille de Frédéric va faire la rencontre de deux avocats parisiens, Maître Herman et Maître Seban, qui sont vraiment des spécialistes des cold cases. Ils reprennent le dossier et ils découvrent qu'il y avait des scellés qui étaient disparus, qu'il faut retrouver les scellés. C'est le cas notamment des armes et des munitions d'Adrien. Mais on se rend compte aussi que les traces de sang, aussi bien chez la victime que chez le suspect, n'ont jamais été expertisées. Malgré les scellés disparus, de nouvelles expertises sont ordonnées par le duo d'avocats. Et en 2012, il y a des flûtes de champagne qui sont analysées. Il y avait des traces de rouge à lèvres sur des flûtes à champagne. Le jackpot, l'ADN de l'acquitté ressort sur le maquillage des flûtes à champagne. Là, c'est une preuve. C'est une preuve, en tout cas, au minimum, que ce rouge à lèvres a été déposé par Adrien. Sinon, comment peut-on expliquer, c'est impossible, que son ADN se retrouve sur les verres? Cela laisse supposer, en tout cas, que cette mise en scène aurait été orchestrée par Adrien. Maintenant, on a la preuve que l'acquitté était sur la scène de crime, si c'est la scène de crime. Et là, on a un espoir qui renaît. Mais alors que les proches espèrent qu'une enquête soit relancée, ils vont se heurter aux limites de la justice française. On est reçu chez le juge d'instruction à Châlons, maman et moi. Et puis voilà, on dit voilà, expliquez-nous. Donc là, il y a l'ADN de l'acquitté. Oh, mais attendez, monsieur, madame, c'est pas parce que il y a l'ADN de l'acquitté qu'il était dans l'appartement de votre frère. Ah, je dis, ça commence. Tout de suite, ma réaction, c'est ça commence. Pourquoi la justice ne va pas vraiment bouger? Parce que le suspect, Adrien, la personne mise en cause sur ces traces de rouge à lèvres, c'est son ADN, en fait, a déjà été jugé et il a été acquitté. En droit français, à l'heure actuelle, on ne peut toujours pas, on ne peut pas encore revenir sur cet acquittement qui est définitif. Et sauf procédure excessivement particulière, on ne peut pas rouvrir en l'état le dossier. Donc la famille se trouve dans une situation absolument terrible. Ils ont une preuve quasiment absolue de la culpabilité d'un homme, et cet homme ne sera jamais jugé. Et là on sort du juge, on est complètement un autre coup de massue. Ça fait que ça. C'est du dents de scie. Espoir, ça se casse à margoulette. Espoir, ça se casse à margoulette. Aujourd'hui, on est bloqué. Le cas de Frédéric et de sa famille n'est pas isolé, malheureusement. Il y a beaucoup de cold cases qui sont comme ça en attente que la législation évolue pour qu'on puisse reprendre l'enquête de zéro et que l'on puisse à nouveau investiguer et confondre les auteurs, en tout cas en partie, pour participation, là, dans le cas qui nous occupe. On ne va pas extrapoler ni imputer des responsabilités à Adrien qui ne sont peut-être pas les siennes. Il est de toute façon aujourd'hui innocent des faits qui lui avaient été reprochés à l'époque. Alors soit Adrien ne peut plus être condamné ou en tout cas jugé pour cette affaire, mais il y a des choses à faire. Il pourrait être entendu à nouveau en tant que témoin. Il pourrait, avec de nouvelles déclarations, dire des choses, expliquer comment son ADN s'est retrouvé là et s'il avait des complices, et du coup peut-être engendrer d'autres auditions, identifier éventuellement d'autres complices. Enfin voilà, ça peut ouvrir la porte à de nouvelles investigations, de nouvelles enquêtes et peut-être de nouveaux procès. Pas pour lui, mais pour d'autres personnes. En 2012, après 27 années de combat pour retrouver Freddy, sa mère, Jeanne, a fini par succomber. Donc maman décède le 12 août, le lendemain de l'anniversaire de mon frère. Et là, je me dis, c'est pas possible, j'ai pas pu l'aider. Mais je lui avais fait quand même une promesse avant qu'elle décède, enfin avant que mes parents décèdent, les deux,
c'est que dans tous les cas, je continuerai la mission, c'est de retrouver Freddy ou de savoir ce qui s'est passé. Donc voilà, quoi, dans tous les cas, j'arrêterai pas, je continuerai. Mes parents sont plus là, donc je suis héritier de leur histoire. Et c'était mon frère. C'est pas un inconnu, c'est... En plus, bon, j'ai eu des très bons souvenirs avec Freddy, donc si ça avait été qu'inverse, je pense qu'il aurait fait tout ce qu'il fallait pour me retrouver. Ou... Je sais qu'il y a des gens qui savent certaines choses et qui n'ont pas parlé. Et qu'il est peut-être... Enfin, c'est pas qu'il est peut-être, c'est qu'il est temps de parler. De toute façon, on peut plus rien contre l'Aquité. Donc, il est temps de parler. Il est temps de dire où est Freddy et de nous rendre son corps. Qu'on puisse au moins faire notre deuil. Ma mission, elle s'arrêtera le jour que je pourrai enterrer mon frère à côté de mes parents. Il y a une place qui lui est réservée et ça s'arrêtera là, ma mission.